Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Linda Gale Arrigo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, à nouveau en compagnie de Linda Gale Arrigo. Elle avait parlé dans les épisodes précédents de comment elle est arrivée très jeune à Taïwan, et puis de la lutte pour la fin de la loi martiale dans laquelle elle était impliquée pour le premier épisode, et puis de son mariage aussi, de ses observations des dynamiques familiales dans les années 60-70 à Taïwan, mais aussi de ses études en anthropologie sur l'organisation de la société, avec notamment le confucianisme en Chine qui instaure un système centré sur l'obéissance d'une part à la hiérarchie de l'État et d'autre part au mari et aux parents, surtout pour les enfants, et ce, toute leur vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais en venir au changement qu'elle a observé depuis lors. It's an incredible change. C'est vraiment un changement incroyable et nous assistons à une évolution vers le modèle occidental des familles nucléaires et de l'individualisme. Taïwan s'est très rapidement industrialisé et est devenu un pays capitaliste doté de systèmes éducatifs, de marché, et c'est aujourd'hui une société très axée sur la technologie. En très peu de temps, c'est passé d'un pays agricole des années 1950, même si à cette époque Taïwan était déjà industrialisé par rapport à la Chine, où la plupart de la population vivait encore de l'agriculture, à une société post-moderne, après avoir connu l'industrialisation des années 70 et 80, puis la désindustrialisation et l'ère de l'information des années 2000. En moins de 2 générations, Taïwan a connu un changement incroyable qui aurait pu prendre 4 ou 5 générations en Occident. Et ce changement s'est aussi vu dans les relations entre hommes et femmes. Cela a eu un impact incroyable sur les relations entre les sexes, mais nous ne pouvons nier que la mentalité traditionnelle est toujours présente. Si vous regardez ces séries télévisées ridicules, on y parle encore comme dans les années 1920. « Mama, wo dui bu ji ni » Mère, je n'ai pas été à la hauteur de tes attentes, ou je suis désolée de t'avoir désobéi. En matière d'héritage, selon la loi de la République de Chine, depuis les années 1920, les hommes et les femmes devraient hériter à parts égales. Mais bien sûr, la société traditionnelle ne donne pas d'héritage foncier, ou ne donne pas beaucoup d'héritage aux femmes. Les femmes reçoivent une dot. Même aujourd'hui, parmi les femmes que je connais, qui ont entre 60 et 70 ans, beaucoup n'héritent pas de ce qu'elles devraient hériter de leurs parents. On constate encore que la plupart des biens reviennent aux fils et non aux filles, et que les fils trouvent cela tout à fait normal. J'ai des exemples parmi mes amis du même âge dont les frères leur ont dit « Tu es une fille, tu n'as pas droit à l'héritage » ou bien « Tu devrais me le donner, je dois élever une famille ». Il y a encore des parents qui donnent leurs biens de préférence à leurs fils avant leur mort. Par rapport à cela, je suis allée chercher quelques chiffres pour compléter. Donc, selon les ministères des Finances, en 2022, parmi les personnes qui renoncent formellement à leur héritage, 55% sont des femmes. En 2016, il y avait 23% de plus d'hommes que de femmes qui ont déclaré aux impôts avoir reçu du patrimoine en cadeau, donc avant le décès d'un parent. J'ai aussi trouvé un autre document de la ville de Kaohsiung qui montre très peu de différence dans le nombre de personnes qui héritent tout type d'héritage confondu, mais qui met en évidence un grand écart en ce qui concerne le patrimoine immobilier, hérité à 60% par les hommes contre 40% pour les femmes. Mais comment cela a-t-il changé ? Globalement, aujourd'hui, les parents ne peuvent plus obliger leurs filles et leurs fils à se marier comme ils le faisaient autrefois. Les parents essaient encore souvent de leur dicter qui ils doivent épouser ou non, mais les enfants peuvent contourner cette obligation. Ils font souvent des efforts extrêmes pour ne pas se marier avec la personne qu'on leur impose. Si je remonte aux années 1970, lorsque je menais une recherche sur les ouvrières d'usine, la situation était déjà en train de changer. Les filles pensaient pouvoir trouver un meilleur parti en ville par leurs propres moyens plutôt qu'en campagne où leurs parents leur imposaient un mariage par xiangqin, par l'intermédiaire d'une entremetteuse ou du réseau familial. Les filles refusaient alors assez souvent de se marier par xiangqin selon les ordres de leurs parents et trouvaient leur mari par elles-mêmes, ce qui était possible parce qu'elles travaillaient loin de chez elles. Aujourd'hui, les jeunes femmes peuvent trouver elles-mêmes la personne avec qui elles ont envie de se marier, mais l'aval des parents reste quelque chose de très important.
They would still need the parents' approval. Elles avaient toujours besoin de l'accord de leurs parents. Les enfants ne pouvaient pas vraiment se marier sans cet accord. Cela serait trop difficile de se couper de leurs parents. Ils ne pouvaient pas le supporter. Mais même maintenant, beaucoup de jeunes femmes que je connais ne se marieraient pas si leurs parents s'y opposaient. L'un des changements que les gens ont observés de nos jours est que les filles restent généralement plus longtemps à la maison et s'occupent de leurs parents lorsqu'ils vieillissent, contrairement aux fils. C'est un effet de la nouvelle économie, du fait que les femmes travaillent, qu'elles ne veulent souvent pas se marier et devenir l'esclave d'un homme, en plus de devoir obéir à leur belle-mère. Environ 30% des femmes taïwanaises dans la trentaine ne sont pas mariées, ce qui est un chiffre très élevé. Cette situation a fait que les hommes dans les zones rurales ont parfois beaucoup de mal à trouver une épouse, en particulier une taïwanaise, et donc il y a eu cette pratique de faire venir des femmes de l'étranger, donc de Chine ou du Vietnam notamment, pour qu'elles se marient avec les hommes des campagnes de Taïwan. Linda Rigo explique que dans les années 70, lorsqu'elle menait cette étude anthropologique auprès des ouvrières, l'idéal pour une femme était de se marier avec un ouvrier d'usine plutôt qu'un paysan et avec un employé de bureau plutôt qu'un employé d'usine. Elle souhaitait aussi avoir 2 ou 3 enfants et idéalement ne pas être sous la coupe de leur belle-mère. Linda explique qu'à l'époque, cette inégalité était largement reconnue et acceptée. Ensuite, elle a été déportée de Taïwan en décembre 1980 suite à l'incident de Kaohsiung dont nous avons parlé dans le premier épisode et elle a pu revenir en 1990 et elle s'est vraiment réinstallée à Taïwan en 1997. Il y a un grand fossé et à mon retour, j'ai été vraiment surprise. J'ai pu constater le changement physique du pays. Il y avait tellement d'industries, de grands bâtiments, de grandes rues. Je n'aimais pas vraiment ça. Les anciennes rizières étaient bien plus belles. Mais bien sûr, maintenant, notre vie est différente. Nous avons des ordinateurs partout, des jeunes assis dans des cafés avec leurs téléphones et leurs ordinateurs portables, et personne sous un soleil de plomb. Quand je faisais mes recherches sur les ouvrières, les jeunes femmes de 15 ou 16 ans travaillaient. Les jeunes filles Hakka, en particulier, sont connues pour être dures à la tâche. Elles étaient très fières de pouvoir cueillir autant de thé à 13 ans qu'une adulte. On ne voit plus ça. Une chose qui a changé, selon les observations de Linda Rigo, est aussi l'attitude, l'énergie qu'ont les gens face au travail et à la vie en général. J'ai un commentaire à faire à ce sujet. Ce qui me frappe vraiment, c'est que la génération de jeunes femmes que je connaissais était très optimiste, surtout celles qui venaient de la campagne et qui suivaient des cours du soir. Elles étaient un peu plus instruites, intelligentes et motivées. Elles donnaient une impression de force, d'optimisme et de « je peux le faire ». Et maintenant, nous avons des jeunes qui semblent tout simplement manquer de force physique et mentale. Bien sûr, il y a eu le mouvement des tournesols et des bonnes choses qui montrent que, d'accord, ces jeunes peuvent se défendre. Mais dans l'ensemble, cette génération est assez faible physiquement et réservée, et j'ai constaté cela lorsque j'enseignais. Beaucoup de jeunes semblaient incapables de défendre leur position, de se battre pour ce qui leur tenait à cœur. Ils veulent se cacher, ils se replient sur eux-mêmes, ils sont très passifs. C'est, je pense, le mauvais côté de l'industrialisation et de l'individualisme. C'est sûr que l'environnement et les conditions de vie en général ont beaucoup évolué depuis les années 60-70 aux années 80-90 et puis jusqu'à nos jours. Si on revient aux conditions concrètes, dans les années 70 et 80, les hommes gagnaient plutôt bien leur vie d'ouvriers d'usine et pouvaient s'acheter une maison. Ces immeubles de 4 étages que vous voyez aujourd'hui, construits dans les années 80. Mes connaissances qui travaillaient en usine économisaient, devaient gérer leur argent avec parcimonie, mais parvenaient à acheter des maisons, à scolariser leurs enfants dans de meilleures écoles et à bien manger. Comparées aux filles venues de la campagne, elles étaient parfois très prudentes dans leur alimentation, dépensant le moins possible, et leur budget était très serré. Mais on constate une amélioration du niveau de vie dans les années 80 et 90 grâce à la croissance rapide de l'économie taïwanaise, et les jeunes à cette époque avaient une sécurité bien plus grande que les jeunes d'aujourd'hui. La place des femmes dans leur famille d'origine, lorsqu'elles deviennent adultes, change aussi. Avant, une jeune fille devait se marier et quitter ses parents, mais maintenant c'est assez commun de voir des parents souhaiter que leur fille reste à la maison, notamment pour s'occuper d'eux. Je me souviens très bien, lors de ma recherche sur les ouvrières,
d'être retournée au village avec une femme célibataire de 27 ans, ce qui était très vieux pour l'époque. Il fallait être marié avant 24 ans. Nous sommes allés dans sa famille, son père était seul, sa mère était décédée et on aurait pu penser que son père aurait voulu qu'elle reste. Mais il a dit « Non, elle doit retourner travailler ». Dans l'ancien système patrilinéaire, la fille n'avait pas sa place à la maison. C'était considéré comme un malheur si une fille n'était pas mariée et qu'elle restait à la maison, comme une tache noire sur la famille, comme si quelque chose n'allait pas chez elle. Son père était comme ça, même s'il vivait seul, il la repoussait et elle n'avait d'autre choix que de retourner à l'usine. J'ai trouvé ça tragique et vraiment dommage. Aujourd'hui, ça a quand même un peu changé. On observe une tendance. Les fils vont travailler, mais ils sont trop occupés pour s'occuper de leurs parents, et le font assez rarement. Mais si la fille reste à la maison, elle prendra probablement en charge le soin de ses parents. Il y a ce changement, les femmes peuvent rester à la maison, avoir leur propre carrière ou reprendre plus souvent l'entreprise des parents en gérant les biens immobiliers des parents, voire en reprenant l'entreprise. Ce n'est pas toujours une bonne chose pour les femmes qui restent chez leurs parents, mais c'est aussi une source de sécurité. Là encore, on voit une certaine évolution de la société et en même temps, dans certains domaines, comme par exemple les pratiques funéraires, on voit que la femme est généralement considérée comme ne faisant vraiment pas partie de sa famille d'origine. L'acceptation des femmes célibataires dans la crypte du clan a suscité un certain débat. Ce problème est récemment apparu. Dans la culture taïwanaise ancienne, une femme ne pouvait pas être enterrée avec ses parents. Elle doit être enterrée avec l'homme qu'elle épouse, ou si elle est nonne et ne s'est pas mariée, elle doit aller dans une crypte funéraire réservée aux femmes célibataires. Il existe des emplacements réservés aux nonnes et aux femmes célibataires dans certains temples. Cela signifie que vous êtes réellement séparés de votre clan, vous n'avez aucun respect, vous n'avez aucune position au sein de votre propre famille et c'est le modèle patrilinéaire traditionnel qui s'applique. J'ai entendu dire que certains clans ont contesté cette pratique et qu'on a permis de conserver les ossements de femmes non mariées dans la crypte familiale, mais je n'ai pas encore vu ça de mes propres yeux. But I haven't seen it myself yet. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode en compagnie de Linda Gale Arrigo. Nous reprendrons cet entretien avec elle la semaine prochaine pour parler de la situation actuelle, mais aussi de ses recherches futures. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.